Vous allez en effet nous raconter la petite histoire de l'hypnose. Oui, depuis la nuit des temps, les prêtres chamanistes utilisaient en fait l'hypnose pour guérir leurs patients. Déjà il y a 5000 ans, aussi bien les prêtres sumériens que les médecins égyptiens, les fameux Sounous, utilisaient l'hypnose également. Et d'ailleurs, comme me l'avait bien suggéré le docteur Zisquin, égyptologue, dans le papyrus d'Ebers, qui est le plus connu des papyrus médicaux, il y a une petite phrase qui nous dit: là où tu poses la main, où il y a la douleur, alors tu diras à la douleur qu'elle s'en aille. C'est ni plus ni moins qu'une forme d'hypnose. Et plus près de nous, en fait, les rois de France utilisaient en fait une forme d'hypnose dans leur capacité à supprimer les écrouelles par apposition des mains. Mais il a fallu véritablement attendre 1843 pour que un médecin viennois nommé Messner introduise l'hypnose qu'il appelait pas encore hypnose mais plutôt crise magnétique. Alors comment ça se passait? C'est-à-dire qu'il prenait en général une barre aimantée qu'il appliquait sur une zone douloureuse et puis il demandait au patient de regarder fixement cette barre aimantée et généralement il paraît ça soulageait le patient, mais c'était pas encore de l'hypnose à proprement parler. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Alors quand est-ce que l'hypnose a été réellement introduite? Alors l'hypnose, il faudra attendre 1843. 1843, vous avez une personne qui s'appelle James Braid, qui est un médecin écossais, James Braid, et là en fait il part d'une idée assez intéressante. Il part du postulat que à partir du moment où vous pensez à une seule et unique chose, vous êtes dans un état second. Et donc, il a eu l'idée lumineuse de dire au patient: regardez fixement cette bougie, regardez fixement cet objet brillant, et au bout d'un moment, la personne était placée dans cet état, dit état hypnotique. Et alors c'est là, c'est intéressant pour lui parce qu'à une époque où il n'y avait pas encore d'anesthésie générale, ça lui a permis de réaliser des petites interventions et aussitôt les médecins se sont engouffrés dans cette nouvelle spécialité et là on a un tableau où on voit une personne qui hypnotise une femme et donc ça va devenir un petit peu la technique médicale à la mode. Et c'est là qu'intervient l'immense professeur Charcot. Oui. Le grand Charcot, le grand médecin de la Salpêtrière qui, lui, va réellement permettre une avancée extraordinaire de l'hypnose. Alors, la façon dont il procédait a été magnifiquement illustrée dans un tableau d'André Brouillet, la fameuse leçon de Charcot. Alors, il faut savoir que Charcot était un très mauvais orateur à la base. Et il fallait qu'il prépare énormément ses cours et il n'improvisait, jamais il n'y avait aucune improvisation. Alors en conséquence, il compensait ce mauvais don d'orateur par un don de conteur et de mime extraordinaire. C'était extrêmement bien préparé. Et petit à petit, ces leçons de neurologie, il y avait foule. Au début, c'était les médecins, et puis après, c'était les intellectuels, et puis les écrivains. Enfin, on avait Émile Zola, les Goncourt, en fait, bref, tout le monde se pressait aux leçons de Charcot. Et c'était non plus des leçons médicales, mais des véritables représentations théâtrales dans lesquelles intervenaient... Ces patientes. Voilà, la fameuse Rosalie le Rouge, Jeanne Avril et surtout Blanche qu'on appelait la reine des hystériques. Alors, qu'est-ce qu'il faisait donc, Charcot? Voilà, Charcot, voilà. On va dire que c'est Blanche. On va dire que c'est Blanche. Blanche, regarde-moi. Alors voilà, la façon dont il intervenait était très simple. Premièrement, il faut savoir qu'il plaçait en fait Blanche dans un état dit d'hypnose. Il y avait 3 périodes. Première période, c'était la léthargie. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait les doigts dans les orbites de Blanche, en lui disant... Pas aussi profond. Non, pas aussi profond, sinon il lui crevait les yeux, quoi. Pauvre Blanche. Alors, il appuyait sur les orbites et il disait « Blanche, ne bouge pas ». Voilà, vous voyez, Blanche ne bouge pas. Ouais. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, c'était en fait la catalepsie. Il disait... Ou alors il tapait sur un gong, ou il faisait un bruit, ou il tapait dans les mains, et il relevait les paupières, et puis il prenait la main de Blanche, il levait la main de Blanche, et puis Blanche restait la main levée, ou alors il faisait n'importe quoi à Blanche. Et le troisième temps, c'était le somnambulisme. Il caressait le crâne de Blanche, en parlant discrètement, en discutant, en lui demandant ce qu'elle avait mangé. Tout ça se fait en public, hein. Tout ça se passe en public. C'était le somnambulisme. Et puis après, Blanche, réveille-toi. Alors Blanche se réveille. Et là, Blanche, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas.
Alors il faut savoir que, en fait, Charcot n'utilisait pas l'hypnose dans un but thérapeutique, mais dans un but diagnostique, pour montrer que l'hystérie avait une origine non pas anatomique, mais était due à un dysfonctionnement fonctionnel. Voilà, c'était la théorie de Charcot. Alors vous disiez, il y avait des gens célèbres qui venaient écouter, notamment des gens de la littérature, Guy de Maupassant, les frères Goncourt, mais il y avait aussi un certain Sigmund. Le grand Sigmund, enfin, à l'époque c'était un petit stagiaire, vous savez ce qu'on appelle vraiment le petit, il était là au dernier rang, on lui donnait peut-être un tabouret s'il avait de la chance. Le petit Sigmund, il va assister pendant 2 ans, il va rester dans le service pendant entre 1885-1886, et il va se servir à son retour à Vienne des méthodes d'hypnose pour essayer de faire rappeler à ses patients leurs souvenirs traumatiques pour tous ces patients qui souffraient de névrose. Nul doute, et tout le monde le sait aujourd'hui, que le séjour de Sigmund Freud dans ce service de Charcot a été déterminant dans l'histoire de la psychanalyse. Alors vous avez encore devant vous, en dehors de Blanche et de la bougie, un objet très précieux. Alors cet objet très précieux, là je la joue Bellemare, cet objet très précieux que je vous présente aujourd'hui, qui nous a été prêté par le musée... Il n'est pas à vendre, ça n'est pas la peine. Il n'est pas à vendre, il a été prêté par le musée de l'assistance publique de Paris, et ce qu'on appelle l'hypnotiseur de Charcot. Alors, Charcot. Il aurait un, ni deux, ni trois hypnotiseurs que je vais vous offrir. Mais en fait, moi, je suis particulièrement ému parce que il aurait peut-être appartenu à Charcot, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il aurait été donné par Charcot à un certain Jules Lara. Alors, Jules Lara, le nom ne vous dit rien, mais c'était en fait le médecin d'Émile Zola. Et en particulier, c'est lui qui s'est occupé d'Émile Zola et de la santé d'Émile Zola pendant l'exil d'Émile Zola à Londres, au moment de l'affaire Dreyfus, à partir du moment où il avait sorti le fameux J'accuse. Il a été obligé de partir en Angleterre. Et alors, le docteur Lara, il venait avec son petit hypnotiseur. Regarde-moi bien, Émile Zola, si tu as des migraines, tu n'auras plus de migraines. Et il paraît, bon, ça marchait. Moi, je vous dis franchement, j'ai qu'un seul regret. D'abord, je suis très ému et j'ai qu'un seul regret. Si cet objet pouvait parler, qu'est-ce qu'il pourrait nous raconter ?